Bonjour à tous et bienvenue. C'est un début de mercato très surprenant, vous ne trouvez pas? Puisque indépendamment des quelques gros noms et grosses sommes qu'on retrouve surtout en Première Ligue et parfois même dans les transferts intra-club anglais, c'est le cas de Kovacic et le cas de Havertz, on a également vu des Tonali arriver, on a vu Liverpool signer le jeune joueur hongrois dont j'ai peur d'écorcher le nom, là on voit encore d'autres transferts notamment pour Brighton sur le gardien d'Anderlecht et tout ça. Et indépendamment de la Première Ligue, c'est morne pleine. On a l'impression que le cash, il manque à beaucoup d'équipes. Alors aujourd'hui, on va analyser un petit peu ce mercato 2023 qui, plus que jamais, est sous le signe de « on doit dégraisser ». C'est bien simple, aujourd'hui les clubs, certains ne recherchent même plus les transferts, mais simplement à se séparer de certains salaires et acceptent donc des offres de prêt. C'est pour ça qu'on retrouve de grandes ambitions dans le championnat turc, et notamment la Galatasaray. Alors c'est vrai que Galatasaray, avec le prêt réussi de Mauro Icardi, pas grand monde l'imaginait, c'est beaucoup imaginé le fiasco, ça a été absolument tout l'inverse. Il y a un regain d'intérêt pour Galatasaray à tous les niveaux, qui aujourd'hui est capable de se mettre sur des dossiers où avant les joueurs ne regardaient pas forcément et les clubs non plus. Pourquoi les clubs ne regardaient pas avant pour Galatasaray et tout? Parce que quand on disait championnat turc, c'est des prêts. C'est des prêts ou joueurs libres. Il y a très rarement des transferts payés depuis la Turquie. Mais aujourd'hui, tu te dis les prêts, alors peut-être des fois c'est option d'achat obligatoire ou que sais-je encore, mais tu te dis en fait, je vais potentiellement accepter ce que je n'acceptais pas il y a 3-4 ans, simplement pour libérer une partie de ma masse salariale. Parce qu'en effet, en Turquie, les clubs sont capables de mettre de gros salaires, mais ce n'est pas dans les habitudes de mettre des gros transferts. Et d'ailleurs, cette idée-là, on le voit avec le nouvel Eldorado que tout le monde veut, l'Arabie Saoudite. On se dit, c'est bon, on va mettre des joueurs en Arabie. Alors, il est vrai que énormément de joueurs ont reçu des propositions. Alors, réel ou pas, on y reviendra tout à l'heure. Mais en Arabie, on ne paye pas vraiment les transferts. Alors vous allez me dire, il y a des contre-exemples. Ruben Neves, ça a payé un gros transfert depuis Wolverhampton. Mais là, c'est complètement différent. On parle d'un joueur en pleine possession de ses moyens. C'est différent d'un joueur de plus de 30 ans. Mais dans la plupart des cas, c'est compliqué. Regardez Brozovic. Pour le coup, c'est une super recrue. Attention, Brozovic, quand même Inter Milan, ce que vous voulez. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite montre très bien que ce ne sera pas la Chine de demain, ni ce qu'on avait essayé de faire aux États-Unis dans les années 80-90. Le problème, ça n'a pas été le salaire, parce que le joueur était raisonnable, il savait aussi ce qu'il pouvait demander, alors plus que ce qu'il gagnait à l'Inter bien évidemment, mais il n'a pas réclamé des fortunes complètement inaccessibles comme tant d'autres, comme notamment Lukaku et son avocat qui pensait qu'il pouvait avoir je crois, quasiment 90 millions, donc personne n'a ça en Arabie Saoudite par exemple. Mais dans tous les cas, pour Brozovic, le bas, oui, pourquoi ça a tardé, c'était notamment sur l'indemnité de transfert. Et l'Inter n'a pas eu peut-être ce qu'il voulait, et il y avait d'autres négociations, il y avait le Barça, il y avait d'autres clubs. Mais on arrive au même problème. Qui aujourd'hui est capable d'avoir des liquidités fraîches? Alors oui, il y a les clubs anglais. On va voir la Liverpool ce qu'ils viennent de faire. Là, en effet, même des clubs comme Brighton qui viennent de mettre une vingtaine de patates sur le gardien d'Anderlecht. Et heureusement, parce qu'Anderlecht avait un besoin fou de liquidité. Regardez le championnat italien. Aujourd'hui, on voit un Tonali qui part à Newcastle et ils sont très contents parce que financièrement, ils en avaient besoin. Aujourd'hui, l'Italie, est-ce qu'elle se positionne sur le premier marché? Non. Est-ce que l'Espagne se positionne sur le premier marché très cher? Alors, le Real, potentiellement, pourrait se positionner. Regardez le mercato du Real pour le moment. Globalement, il est raisonnable, il est fait en amont, on en avait déjà parlé, etc. Mais il ne se positionne pas sur 50 000 joueurs. Le Barça, les liquidités, forcément c'est compliqué, même si vous arrivez à l'arrivée de Gundogan, ils sont aussi dans l'obligation de vendre avant de pouvoir acheter d'autres joueurs. Regardez l'Atlético, alors on essaie d'être un peu ambitieux, mais on a envie de dégraisser. Prenez un club comme Villarreal. Villarreal, ils vont devoir vendre avant de pouvoir acheter. Et je ne parle pas de l'état financier des clubs de Séville, c'est une catastrophe absolue. Et ça montre que le football espagnol est un peu aussi en train de se casser la figure parce qu'il y a eu des dépenses inconsidérées qui reposaient sur du trading de joueurs. Même un club comme Séville, dont on a pu vanter la gestion pendant des années, pendant un moment, ça a été très bien. La première phase de Séville-Monchis, très très bien. La deuxième phase, quand tu vois certains transferts, tu te poses beaucoup plus de questions. Alors, je ne vais pas parler de la Belgique et de la France, on l'a déjà évoqué sur la chaîne, ou la Suisse, c'est pareil. Ce sont des clubs qui ont besoin de vendre pour ensuite acheter. Et c'est principalement vrai en France. Aujourd'hui, Monaco, c'est calme plat. On doit d'abord dégraisser. Alors, beaucoup de joueurs estimaient qu'ils allaient avoir des très gros clubs. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas grand monde non plus. Marseille, alors bon, ils ont quand même acheté pas mal ces derniers temps. Il ne faut pas non plus déconner. Là, il n'y a pas non plus de montagne de cash. Lens, ça va être raisonné dans le sens, il y aura des départs et des arrivées. Et Rennes, même si Rennes, attention, achète cher quand même. Rennes est très ambitieux. Mais Rennes arrive toujours à vendre quelques joueurs pour plus ou moins équilibrer, mais c'est vrai qu'ils ont un actionnaire très solide. Strasbourg, c'est différent parce qu'aujourd'hui, c'est la filiale de Chelsea. Donc Chelsea, ayant des moyens et fait un gros turnover parce qu'en plus, ils ont réussi à dégraisser des joueurs. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ça fait que Strasbourg, potentiellement, pourra avoir des joueurs de Chelsea. Mais globalement, les autres, Lyon, ça doit vendre. Le PSG, alors PSG excepté. Vous avez quoi? Lille, va falloir aussi vendre.
Voilà. Et je parle même pas en D2, vous avez un club comme Sochaux, qui est quasiment sur le point de faire faillite, qui libère ses joueurs. Alors on libère, juste pour faire de la place sur la masse salariale. Et aujourd'hui, ce qui compte en Ligue 2, même en National, certains préfèrent dégager les joueurs, même pas résilier. En gros, on va leur trouver un club libre, comme ça, parce que les masses salariales sont beaucoup trop hautes en fait sur les budgets, et donc tu as besoin de les baisser, parce que sinon tu vas même pas passer certains contrôles. Et ça, on retrouve le même problème en Belgique, un tantinet moins suisse, mais quand même. Et là arrive le problème. C'est que, ok, tu as les très gros Anglais, mais tant que les Anglais n'ont pas recruté, les clubs intermédiaires qui ont besoin de cet argent pour recruter ne peuvent pas recruter. Vous faites une pyramide. Tout en haut, vous avez le top, vous avez l'Angleterre, etc. Sauf qu'on l'a expliqué, les permis de travail, les là. Alors, on va me dire, mais non, Romain, les sommes sont toujours plus importantes. Oui, mais en quantité, le nombre de joueurs qui arrivent en première ligue, ça diminue chaque année. Il y avait des études à ce sujet-là. Donc, en effet, il en suffit d'un en Championship ou en première ligue, et tu te dis, c'est bon, j'ai touché le gros lot. Sauf qu'il n'y a pas tous les clubs qui réussissent à faire ça. Parce que tous ils disent, ok, on expose nos joueurs, on les envoie en Angleterre. Ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc en gros, il faut que les clubs anglais libèrent. Et ensuite, alors là, vous avez du Anderlecht, vous avez des clubs français qui vont toucher. Et à partir de là, ces clubs-là vont pouvoir faire le mercato sur des joueurs plus accessibles financièrement. Sauf que là, on arrive au troisième niveau des clubs. Et ces troisième niveau des clubs, ils attendent en fait que l'argent soit libéré par les numéros 1. Et ensuite, ça fait comme ça. Et vous répercutez cette pyramide-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le calme plat en Espagne, c'est le calme plat en Italie, c'est globalement le calme plat en France, en Belgique, un petit peu au Portugal. Alors le Portugal, toujours est un championnat exportateur, hein, ça, il s'en cache absolument pas. C'est un peu le business model des clubs et c'est aussi pour ça que tu as des agents qui sont aussi importants. Donc là, en effet, pour toi, à dégager du monde, Benfica, ça va continuer, etc. Et donc ensuite, ils vont acheter. C'est pour ça que, comme d'habitude, on va avoir un mercato très tardif. Parce que là, même chez les gros, tu as des querelles, que ce soit des querelles d'agents, des querelles, on n'est pas d'accord sur le projet sportif, et tu en attends certains qui se disent, bon, comme le Paris Saint-Germain, où tu n'avais pas une certitude totale vis-à-vis de l'entraîneur, là maintenant, bon, Luis Enrique arrive, et donc ça va peut-être remodeler certains plans. Donc tu vas te mettre sur d'autres joueurs, et ensuite ça va entraîner le mercato des autres clubs. Bien évidemment, tout le monde attend l'Eldorado. Et là, les mythomanes abondent comme jamais. C'est bien simple, on n'a jamais autant de personnes dire « Non mais frère, t'inquiète pas, moi je connais un prince saoudien, j'ai une entrée au ministère saoudien, je connais quelqu'un en Arabie. » Alors maintenant, c'est la nouvelle mode. Il y a 10 ans, c'était « Mais frère, je suis en photo avec Yaya Touré, regarde, tu peux me faire confiance. » Ça, c'était notamment vrai en Angleterre. Et on contactait et on essayait d'ameuter pas mal de joueurs africains comme ça en disant « Regarde, fais-moi un mandat, je connais ci, je connais ça à travers des photos Instagram. » Ça, c'était le classique. Ces dernières années, on a eu « Je suis en direct. » T'inquiète, je suis en direct. Alors que non, les mecs n'étaient pas en direct, les fameuses expressions. On a eu aussi, donc il y a 3-4 ans, certains ont presque découvert Pinizavi, alors que c'est quand même le plus grand agent de l'histoire depuis 40 ans, mais bon, ouais, mais t'inquiète frérot, je connais un mec en Israël, etc. Enfin bref. Et là maintenant, c'est je connais un prince en Arabie Saoudite, je connais quelqu'un en Arabie, t'inquiète pas, je parle l'arabe et tout. Et donc en fait, tu as plein de mythomanes qui se greffent sur les deals, qui obtiennent des mandats, et c'est pour ça que certains deals ne se font pas, c'est parce qu'il y a des conflits d'agents et d'intermédiaires. Alors là, maintenant, c'est parti, parce qu'il y a des fausses offres, il y a des vraies offres, et c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que beaucoup se disent, mais on va trouver sur l'Arabie. Déjà, ça paye quasiment pas en transfert, sauf pour les tops, à la rigueur. Et pour des mecs en pleine position de l'âge, comme Jota du Celtic, là ils se disent, ok, pour tous les autres, non. Et ceux qui sont un peu en situation en voie de garage, ça va faire des prêts, hein. Ça va réclamer des prêts. Sauf qu'encore une fois, c'est en salaire qu'ils m'ont donné beaucoup. Donc ça, c'est des petites subtilités que les clubs ont du mal à comprendre. C'est vrai que les clubs qataris peuvent payer les transferts, mais s'ils peuvent, ils préfèrent avoir les joueurs libres. Pareil aux Émirats. Forcément, la folie des grandeurs saoudiennes, qui d'ailleurs, pour le coup, là, regardez, ça a du sens. Hein. Tu ramènes des Brozovic, tu veux Jota du Celtic qui a 24 ans, enfin, que dire. Dans le même temps, tu as Bakambu qui sort d'une excellente saison en Grèce, aux Émirats. Et les clubs qataris, eux, ils sont allés récupérer un Uribe, même pas n'importe qui, il a peut-être un âge, mais c'est quand même pas n'importe qui. Et dans le même temps, ils sont en train de cibler des jeunes joueurs en Europe et surtout des jeunes joueurs du Maghreb, parce que ça fait partie d'une autre stratégie au moment où ils auront fait assez d'années au Qatar pour les naturaliser afin d'améliorer l'équipe nationale. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais forcément, aujourd'hui, ils visent un autre marché. Avant, c'était des joueurs plus âgés. Maintenant, on va viser les jeunes espoirs. Ce qui change aussi beaucoup de choses dans l'attractivité, mais également la compétitivité. C'est-à-dire qu'avant, des joueurs qui potentiellement partaient en prêt ou qui étaient voulus par des clubs moyens de Ligue 1, peut-être de Belgique ou tout ce que vous voulez, maintenant, ils ont aussi la concurrence avec le Qatar à ce niveau-là, ce qui amenuise les moyens de ces clubs. Enfin, que serait un mercato sans les jeux d'agents? Alors là, aujourd'hui, on en fera peut-être un épisode spécial, c'est Rafaela Pimienta, l'avocat de Mino Raiola, etc., qui est en train de perdre beaucoup de joueurs de son portefeuille. Elle s'est mise à dos aussi avec des clubs et tout. Donc vous avez au milieu le neveu de Mino Raiola qui en récupère d'autres, etc. Enfin bref, il y a une passation de pouvoir absolument incroyable et des guerres en coulisses folles. Alors évidemment, elle garde la confiance de pas mal de ses stars, mais pas de tout le monde. D'ailleurs, on voit que Donnarumma, ça a changé, parce que le PSG voulait que Donnarumma change d'agent à ce niveau-là, donc il a quelqu'un maintenant de la famille Raiola, ce qui n'empêche pas le PSG de chercher un gardien. Et d'ailleurs, on remarque une chose.
Jorge Mendes. Alors, je ne veux même pas parler du PSG, etc. Qui là est en train de nous faire un mercato fracassant. Dans le même temps, tu as pas mal de joueurs qui changent d'agent, des Upamecano et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles générations d'agents. On voit qu'un Moussa Sissoko, français, il est quand même en train de récupérer beaucoup de joueurs et de faire le job à l'international. On voit un début de mercato côté français où Messa Ndiaye, il enchaîne beaucoup, que ce soit Kondogbia à Marseille, mais également la Fofana qu'on annonce en Arabie et les négociations sont très avancées. Donc on remarque que pour ces agents-là, il y a une construction d'année en année. Alors après, certains pourront peut-être trouver des choses, mais c'est aujourd'hui une réalité du marché. Mendes est revenu très en forme, où il a retrouvé également un gros portefeuille de joueurs. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes perso ces dernières années. Et dans le même temps, vous avez toujours les boss. Un Kia Jorapian sur l'Angleterre, vous inquiétez pas. Un Fali Ramadani, l'Empire des Balkans en Italie, il a quasiment tout ce qu'il veut. Donc vous avez toujours les mastodontes, mais vous avez de plus en plus de personnes qui essayent de se greffer, bien attirées par les nouveaux marchés. Sauf que les nouveaux marchés, ils sont contrôlés par quelques personnes et on fait très attention. Le problème, c'est qu'en amont, en effet, vous avez plein de mythomanes et les clubs sont tellement désespérés parfois parce qu'ils veulent en fait, ils croient, mais oui, c'est l'Eldorado parce que j'ai besoin de recruter des joueurs, mais là, j'ai pas de cash, j'ai pas de liquidité. Donc tu te dis, bah, c'est bon, les Saoudiens vont donner, les Qataris, les qui tu veux, les Anglais. Donc aujourd'hui, on signe presque n'importe quoi en mandat parce qu'on a tellement besoin de vendre qu'on se dit, voilà, lui, il va me ramener une offre. Ce qui fait que tu en as plein qui se disent, regardez, j'ai un mandat ci, j'ai un mandat ça. Les mecs sont en train de s'inventer des vies, de s'inventer des carrières et ils sont en train d'embobiner plein de gens. Alors pour certains, ça va réussir, ils vont se greffer à des deals. Et pour d'autres, ça va faire que les deals ne vont pas se faire et que potentiellement en fin de mercato, tu auras des prix bradés et surtout beaucoup de carrières cassées. Donc pour résumer, ce mercato d'estival 2023, il commence comment? Il commence avec l'Angleterre et le reste du monde, c'est peut-être un peu ça. Et le pire, et c'est ça qui énerve beaucoup de clubs, c'est qu'aujourd'hui en Première Ligue, on arrive à faire de plus en plus de transferts intra Première Ligue ou voire de Championship à Première Ligue. Et c'est autant d'argent qui n'est pas utilisé pour les autres championnats européens qui crient famine, dont l'Espagne, dont on parlera sans doute bientôt. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur cette fenêtre. Équipe de Faith.